ravi de vous retrouver pour ce webcast spécial que nous consacrons à la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, le 25 avril prochain, donc dans quelques jours à peine, nous serons dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est une maladie parasitaire qui est causée par des moustiques infectés, qu'il est pourtant possible de prévenir, de diagnostiquer et de traiter. Alors nous parlons surtout d'une maladie qui touche 263 millions de personnes dans le monde et cause tous les ans près de 600 000 décès, comme on va le voir. L'Afrique est le continent le plus touché, avec 95% des cas et des décès. Les populations les plus vulnérables étant les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, si des progrès tangibles ont été réalisés entre 2000 et 2015, aujourd'hui, on peut dire que ces avancées marquent le pas. On va parler de ces défis qui ne manquent pas, de la crise climatique, de l'émergence de nouvelles résistances du parasite aux médicaments, de résistance des moustiques aussi aux insecticides, mais également de la réduction de l'aide publique au développement qui, évidemment, pour les pays et les acteurs de la lutte contre cette maladie, constitue un défi également important. Pour autant, tous ces acteurs et beaucoup d'acteurs continuent à se mobiliser sur le terrain pour aller vers le zéro palu. Donc, ce sont des initiatives de terrain concrètes que nous souhaitons mettre en avant à l'occasion de ce podcast, montrer qu'il est possible d'agir de manière efficace pour éliminer le paludisme, un objectif que s'est fixé la communauté internationale dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Alors, problème de santé publique, le paludisme est aussi un frein au développement économique. On va aussi en parler. Et dans cette mobilisation pour l'élimination du paludisme, les entreprises, leurs fondations, les investisseurs, les startups ont également un rôle clé à jouer à côté des organisations également non gouvernementales. Alors, nous allons parler d'engagement, de solutions, de défis à relever, d'opportunités à transformer réellement pour amplifier toutes ces actions avec nos invités que je vais saluer par ordre alphabétique. Donc tout d'abord Amina, aux dames, honneur aux dames, Amina Abou-Khalil qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, qui est une habituée de nos webcasts et c'est un plaisir à chaque fois de l'accueillir. Bonjour Amina. Bonjour Eric, bonjour à tous, un plaisir partagé. Voilà, tu nous rejoins depuis Conakry. Aurélie Mérine, qui est responsable des programmes à l'AMREF Africa. Bonjour Aurélie, vous nous appelez depuis, vous nous rejoignez depuis Paris. Bonjour Eric, exactement, depuis Paris, et merci de l'invitation. Bonjour à tous. Merci. Kambaniaba, chargé des relations institutionnelles et du partenariat au programme national de lutte contre le paludisme, donc l'instance qui est rattachée au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Guinée. Bonjour Kambania. Bonjour Eric, bonjour à tout le monde, content d'être là avec vous. Nous également, plaisir partagé. Et enfin, Karim Bendaou, qui est le président du bureau Afrique pour le groupe Merck. Bonjour Karim. Bonjour Eric. Merci. Et toi, tu nous reçois depuis Tunis. Donc, je pense on vous a tous présenté, ravis vraiment de vous retrouver pour ce premier webcast qui est donc dans la série des 3 webcasts que nous allons organiser pendant le mois qui vient. Mais avant de vous passer la parole aux uns et aux autres, nous allons d'abord voir avec Adama la séquence actualité, puisque Adama va nous présenter quelques chiffres, nous rappeler le panorama et également le dispositif qui est mis en place pour la campagne Zéro Palu, passons à l'action. Donc Adama, qu'est-ce qu'il faut dire du dispositif cette année? Merci Eric. Le paludisme est un fléau qui est longtemps combattu. Il faut se dire que nous nous basons sur les chiffres du dernier rapport de l'OMS qui a été publié en 2025, où il a été mentionné que cette année, en 2024, il y a eu 282 millions de cas avec plus de 610 000 décès, malheureusement. Et la plupart de ces décès se situent beaucoup plus sur le continent africain. Oui, il est important de renforcer encore les actions de lutte contre le paludisme. Alors, malgré ces progrès, donc, le paludisme reste toujours un grave problème de santé mondiale et il est important que la plupart des pays concernés puissent
mettre en avant des actions qui visent justement à éradiquer complètement cette maladie. Alors, donc, à l'occasion de la journée mondiale du paludisme, le 25 avril prochain, Santé Entreprise, justement, et ses collaborateurs et ses partenaires mettent en place la campagne Zéro Palud, Passons à l'action, saison 4, que nous avons lancée depuis plusieurs années. Et cela fait exactement plus de 10 ans que Santé Entreprise s'engage auprès de ses partenaires pour lutter contre cette maladie. Donc, pour ce qui concerne le rapport est disponible sur le site de l'OMS, mais nous avons pris les points essentiels que nous avons mis sur le site dédié à la campagne. Donc, plus essentiellement, pour ce qui concerne la campagne cette année, donc Santé Entreprise s'est engagée en mettant en place un site web dédié avec des contenus qui permettent justement de pouvoir avoir accès à toutes les informations sur le paludisme, notamment les principaux faits, les informations sur la campagne et les actions possibles. Et les actions possibles qui peuvent entrer dans une démarche RSE des entreprises comportent notamment l'association des logos des partenaires à la campagne, le partage des initiatives actions, le témoignage des parties prenantes sur ce qui est à faire déjà concernant la lutte contre le paludisme. Et sur le site, il est possible d'avoir accès au questionnaire CAP-PALU, donc pour évaluer les connaissances, attitudes et pratiques d'un groupe de personnes par rapport au paludisme. Cela permet d'avoir justement pas mal de données et l'objectif est d'évaluer ces connaissances-là pour pouvoir transmettre un rapport au programme national de lutte contre le paludisme et qui permettra en fait d'avoir des données qui vont permettre de mieux renforcer la lutte. Et également, nous faisons la promotion du PrEP Kit Palu, qui est un kit intégré 3 en 1 contre le paludisme, assemblé au Burkina Faso, qui contient une moustiquaire de dernière génération une moustiquaire longue durée d'action de dernière génération recommandée par l'OMS, avec une pommade anti-moustique basée sur du beurre de qualité qui permet de protéger contre les piqûres de moustiques pendant 8 heures, et un étui imprimé avec un QR code. Et dans ce kit, nous avons également une brochure qui permet justement de pouvoir avoir une notion sur les maladies transmises par les moustiques et les moyens de lutte. Et également sur notre site, nous avons des ambassadeurs qui sont engagés à nos côtés. Donc, vous allez voir la liste des ambassadeurs et ambassadrices qui ont accepté de prêter leur image à la campagne. Et nous avons également la diffusion de ces webcasts que nous sommes en train de dérouler. Donc, il est prévu 2 webcasts, donc, dont le premier qui se déroule tout à l'heure, qui va passer en replay sur le site, et pas mal de ressources en lien avec la lutte contre le paludisme que les internautes pourront consulter éventuellement, et les témoignages vidéo où nous donnons la possibilité aux internautes également de pouvoir envoyer les témoignages vidéo, et c'est assez simple. Donc, en 1 minute 30 secondes, il est possible d'envoyer un témoignage vidéo pour montrer son engagement à faveur de la lutte contre le paludisme, et cela se fait directement depuis le site. Et la dernière initiative dont je vais parler, c'est l'initiative Tech and Movies for Health. Donc, nous organisons également avec nos partenaires un concours de films, Zéro Palud, Passons à l'action, qui vise justement à identifier les solutions et technologies, notamment, et mettre en lien avec les œuvres audiovisuelles pour pouvoir justement contribuer à cette lutte-là. Donc, voilà un peu, toutes ces informations sont disponibles sur le site de la campagne Zéro Palud. Et nous allons à la fin présenter un QR code qui permet justement d'accéder à cette campagne-là. Voilà ce que je peux dire très rapidement, Eric. Je vous remercie. Bien, merci, Adama. Donc, très important d'avoir ce site et cette campagne qui est vraiment basée sur une alliance entre voilà, l'engagement, le leadership, l'innovation, on l'a vu, et surtout maintenant cette partie avec l'audiovisuel, le cinéma, donc le pouvoir narratif aussi de ces capsules vidéo, de ces témoignages. Nous avons une nouvelle ambassadrice parmi d'autres qui rejoignent. Donc, je veux la saluer à cette occasion, c'est professeur Francine Ntoumi qui rejoint le groupe des ambassadrices et ambassadeurs. Parmi ces ambassadrices, on en a une avec nous aujourd'hui, avec Amina, mais il y en a bien plein d'autres. C'est un cercle qui s'élargit et il est très important pour lutter contre cette maladie, justement, que des personnes, des organisations s'engagent réellement et passent à l'action. Donc, c'est juste. Donc, Adama, merci pour ce premier tour du dispositif. Nous allons maintenant passer à la séquence initiative. Justement, il est important qu'on voit concrètement les actions, les initiatives qui sont mises en place pour lutter sur le terrain contre le paludisme. Et nous avons l'exemple en Guinée de ce qui se fait
pour nous de mieux actuellement. Il y a vraiment beaucoup de modèles, mais c'est intéressant d'illustrer, c'est un modèle très inspirant en tout cas, de partenariat public-privé entre le programme national de lutte contre le paludisme et la Fondation Orange Guinée. Donc ce sera une présentation à 2 voix. Nous l'aurons avec Kambani Abad, vers lequel je me tourne tout de suite, pour qu'ils nous redisent dans un premier temps quel est justement, sachant que le programme national de lutte contre le paludisme, son rôle, c'est de mettre en œuvre la politique de lutte contre le paludisme à l'échelle nationale pour protéger, comme on l'a rappelé, les populations les plus vulnérables. Quelles sont, donc, Kambania, dans les grandes lignes, les axes de votre plan d'action pour atteindre la préélimination, parce que je crois que vous avez cette ambition d'ici 2027 d'arriver à la préélimination du paludisme en Guinée. Merci bien, Eric. Effectivement, le programme national étant dans le cadre de la lutte contre le paludisme en Guinée, Adam l'avait déjà dit, déjà avec les statistiques, je ne vais pas revenir. Je veux juste vous rappeler que le paludisme constitue le plus grand fardeau économique et le problème de santé publique, problème majeur en Guinée. Donc, pour cela, le programme national de lutte contre le paludisme de la Guinée s'appuie sur 2 principaux. Et cette prévention a 2 composantes, c'est-à-dire la lutte antivectorielle, c'est de couper complètement le contact entre les personnes et les gens transmetteurs de la maladie. Et pour ça, nous utilisons les moustiquaires maintenant de 2e génération parce que les résultats ont montré que les premiers n'étaient pas très efficaces. Il y a la lutte anti-larvaire et puis la pulvérisation interdomiciliaire. À côté de cette première composante, il y a une 2e composante qui est spécifique. Et cette intervention spécifique protège les couches les plus vulnérables, à savoir les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et pour ça, nous utilisons le traitement par intermittence de paludisme chez les femmes enceintes. Et nous voulons l'introduire pour les nouveau-nés, qu'on appelle maintenant la chimioprévention pérenne. Et il y a la CPS que nous faisons qui a donné de très bons résultats dans ces eaux, motive même à étendre l'échelle nationale. Et cette année, on vient d'introduire le vaccin antipaludique dans 4 districts sanitaires en phase pilote. Et voir si vers la fin, on pourra faire la utilisation. À côté de ce premier axe, qui est la prévention, il y a la 2e axe qui est la prise en charge. Nous avons estimé que si nous utilisons tout le dispositif pour prévenir et qu'on n'arrive pas, il faut prendre en charge les malades. Et c'est en ça, le 2e axe, c'est la prise en charge. Et ça, c'est le diagnostic et le traitement. Et nous mettons à disposition les intrants antipaludiques, que ce soit les TDR pour le dépistage, les réactifs pour la goutte épaisse et les CTA pour soigner les malades. Donc, ça donne de bons résultats et nous donnons ça gratuitement pour que l'accès soit universel, que tout le monde puisse se soigner. Donc, ces 2 principaux axes sont soutenus par la gestion des programmes, la gouvernance et le partenariat. C'est juste donner des orientations, mobiliser les ressources, permettre qu'il y ait une transparence et qu'on sache vers où nous sommes en train d'aller. Ensuite, il y a le suivi évaluation, la recherche opérationnelle et l'innovation. Vous le savez maintenant, là, pour innover, il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de domaines. Et dans l'État, même la Fondation Orange Guinée nous avait amené des étudiants pour voir comment développer un dispositif qui protégeait les populations contre les piqûres de moustiques. Et aujourd'hui, avec les sites Sentinelle et autres, nous avons fait une certification de faire la cartographie de la sensibilité des moustiques partout dans le pays, ce qui nous permet de savoir quel genre de moustiquaire qu'il faut amener dans quelle zone. En plus de cela, il y a la gestion des approvisionnements et des stocks, parce que qui parle de programme parle de maladies, il faut forcément des médicaments pour pouvoir soigner. Donc, on a plus de cela, il y a la gestion des approvisionnements et des stocks, parce que qui parle de programme parle de maladies, il faut forcément des médicaments pour pouvoir soigner. Donc, on a ce service aussi qui appuie.
Et nous avons un service de communication qui appuie aussi. Et là, c'est pour le changement de comportement parce qu'il faut essayer de convaincre les gens, les amener à changer carrément. Et vous savez, c'est là la différence entre la maladie et la santé. La maladie, c'est pour les praticiens, mais la santé, il faut que tout le monde s'engage. Donc, les plus concernés, ce ne sont pas les médecins. C'est ce qui fait que tout le monde va être obligé de trouver de bons résultats. Merci bien. Et absolument. Et on voit bien que votre plan articule beaucoup de composantes de manière très intégrée. Et justement, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir depuis la mise en œuvre de ce plan? Est-ce que vous allez vers le zéro palu? Est-ce que vous voyez les progrès au fil des années? Puisque je crois savoir que Effectivement, en 2012, la prévalence était de 44%. Et nous avons réussi à la faire baisser jusqu'à 15% en 2016. Mais malheureusement, avec Ebola qui était arrivé, la rareté des ressources et l'inaccessibilité des zones, il y a eu malgré les efforts qu'on fournissait, parce que là aussi, c'est Ebola qui a joué. Les gens avaient peur de venir quand ils avaient la fièvre pour ne pas qu'on dise Ebola. Mais malgré tout, on a essayé de résister. Maintenant, en termes de collaboration pour le financement, nous sommes en train de développer un système de mobilisation, un partenariat. Plutôt, nous sommes en train de mettre en place le conseil d'élimination du paludisme qui va réunir les grands décideurs des entreprises, du secteur privé, parapublic et public, pour voir comment pour local. Et dans ça, il y a la Fondation Orange Guinée qui nous soutient énormément, qui appuie beaucoup dans la communication et de fois même dans la distribution des intrants. Cette année même, on avait des difficultés parce qu'il y avait des zones qui n'étaient pas après c'est-à-dire c'est des zones qui ont été créées après l'ancien découpage. Donc, ils ne figuraient pas dans notre base. Et pendant la distribution, on a eu des difficultés. Il y a des populations qui n'avaient pas bénéficié de moustiquaires. Donc, la Fondation Orange Guinée Bénéfice, ils ont distribué des moustiquaires dans ces villages pour avoir la couverture. très bien. Donc, on voit bien la logique vers laquelle vous êtes en train d'aller, les orientations avec le partenariat public-privé dans ce contexte de réduction et de baisse des financements internationaux. On ne va pas revenir sur justement les baisses de subventions du Fonds mondial, les réductions de l'aide publique et de développement. Donc, ce partenariat public-privé est au cœur j'imagine maintenant, de votre plan. Quel message vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs et à ceux qui verront ce webcast, et surtout aux acteurs économiques aujourd'hui en Guinée par rapport à ce partenariat? Merci bien. Permettez-moi juste de rappeler que la fermeture de l'USAID nous avait sérieusement affectés. Imaginez, on avait plus de 4 700 000 moustiquaires à distribuer dans 17 districts sanitaires pour couvrir près de 4 millions de populations. Malheureusement, d'un seul coup, on a arrêté. Et imaginez notre personnel qui est parti au chômage, les conséquences sociales et les intrants que tout cela l'a acheté. Ça a été vraiment un coup dur pour nous, ça a été une expérience. Heureusement, avec la résilience, on a pu gérer. Maintenant, quant au message, c'est de demander vraiment aux entreprises de contribuer à la lutte contre le paludisme. C'est un intérêt majeur pour tout le monde parce que ils côtoient les populations et tant que la maladie est en train de circuler dans la population, c'est que leur santé ne serait pas à l'abri. Et un personnel qui tombe malade, c'est un arrêt de travail et c'est pour plusieurs jours. Si c'est un poste où il faut forcément une présence, l'entreprise sera obligée de payer quelqu'un d'autre pour venir travailler à sa place. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on puisse collaborer. Eh bien, écoutez, c'est très important effectivement de rappeler ces effets de la maladie sur
sur les entreprises, sur leur personnel, le capital humain, sur leurs opérations. Et restez avec nous, Kambania, on va poursuivre avec Amina, justement, qui est l'une des parties prenantes que vous avez mentionnées sur la partie partenariat public-privé. Donc Amina, la Fondation, on le sait, déploie déjà un certain nombre de projets d'envergure dans le domaine de la santé. On a la caravane santé, bien évidemment. Quelle place occupe aujourd'hui la lutte contre le paludisme dans vos actions en Guinée? Merci encore Eric pour l'invitation. Alors, c'est vrai que la Fondation Orange Guinée met en œuvre des programmes dans le domaine de la santé. Et dans ce domaine de la santé, le paludisme a une place de choix puisque c'est un sujet que nous abordons et sur lequel nous communiquons tout au long de l'année à travers les différents canaux. C'est dire un peu l'importance donc sur l'ensemble des programmes. Ça fait l'objet d'une attention accrue pour la simple et bonne raison, comme l'a si bien souligné Dr Ba tout à l'heure. Une personne qui est un salarié qui est malade, ben, ça a des impacts pour l'entreprise, évidemment au-delà de lui-même et sa famille. Un enfant qui est malade, on en sait malheureusement les conséquences. Donc, malheureusement, on vit avec ce palu et il faut bien entendu encore beaucoup de sensibilisation, de pédagogie. Donc, nous faisons le devoir de manière continue d'encourager les populations, les communautés, nos bénéficiaires directs ou les personnes touchées à adopter des bons gestes. Et ce, quand ils pensent qu'ils sont malades, donc aller tout de suite chez un médecin, voilà, pour la température et autres, mais au-delà aussi chez soi, des petits gestes tout simples tels que mettre des vêtements de couleur claire le soir, dormir sous une moustiquaire. Donc, c'est véritablement ce que nous faisons tout au long de l'année. C'est dire vraiment que pour nous, le paludisme fait partie de ces sujets prioritaires dans le domaine de la santé qu'il faut aborder jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif que nous avons tous ici aujourd'hui. Très bien. Alors ça, c'est vrai que c'est un défi, une ambition forte qu'on ne peut faire qu'en partenariat. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce modèle que vous avez auquel vous participez, hein, en Guinée. Est-ce que on peut aussi rappeler les activités que vous mettez, les nouvelles que vous mettez en place cette année, puisque vous avez une activité qui est assez intégrée avec beaucoup d'autres activités et aussi au passage, que représentent ces efforts pour la fondation par rapport aux années précédentes? Parce qu'on voit qu'on est quand même dans un contexte effectivement où il y a des financements qui baissent. Donc, quelles sont les nouvelles activités et surtout, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'efforts? Alors, bah, pour revenir au paludisme, c'est dire déjà, puisque nous sommes déjà engagés dessus à travers notre partenariat, mais aussi au-delà parce que nous sommes convaincus que nous devons le faire, nous faisons le devoir cette année d'aller beaucoup plus loin. D'aller Mmh. beaucoup plus loin, au-delà du don de moustiquaires, au-delà des messages de sensibilisation, pédagogiques. Ce que nous avons décidé de faire, c'est vraiment aborder le sujet de manière pérenne à travers, avec l'appui donc du programme et d'autres partenaires, sur un programme qu'on a appelé le programme 3.0. C'est à la fois de la formation, c'est à la fois de la sensibilisation, c'est de l'outillage aussi, permettre aux médecins au niveau des structures sanitaires décentralisées, mais pas que, puisqu'on parle des agents des relais communautaires, de pouvoir mieux diagnostiquer, mieux accompagner les populations et surtout faire de la prévention. Donc, c'est une démarche intégrée, c'est un programme qui est parti, donc une idée qui est partie tout simplement donc, de l'expérience des 3 années précédentes avec la caravane, qui nous a montré de manière évidente que la mobilisation conjointe est possible, que la complémentarité est aujourd'hui plus que nécessaire et qu'elle fait ses preuves, qu'il y a des résultats. Donc la démarche, c'est vrai que c'est une approche modulaire. Chacun des programmes, y compris le programme national de lutte contre le paludisme, est engagé pour faire en sorte que tous ensemble, aux côtés des autres programmes et des acteurs du secteur privé et acteurs associatifs, nous puissions effectivement aller dans les communautés déjà engagées pour faire en sorte que tous ensemble, aux côtés des autres programmes et des acteurs du secteur privé et acteurs associatifs, nous puissions effectivement aller dans les communautés déjà former et ensuite prévenir, soigner, dépister. Donc vraiment, pour nous, c'est un nouvel élan, c'est très ambitieux et en termes de budget, sur ce programme, on passe réellement, et c'est surtout, il faut le dire, un engagement sur du long terme, mais on Mmh. passe d'un budget simple à un budget quasiment triplé, quoi, rien que sur le mécanisme. Et c'est une volonté ferme de la Fondation Orange Guinée d'aller
sur quelque chose, un programme périn qui pourrait, et ça, j'en suis convaincue et c'est vraiment l'ambition qu'il y a derrière, inviter d'autres acteurs à se mobiliser, à nous rejoindre. Parce que oui, c'est possible et parce que les résultats sont là. Ah, donc ça, c'est effectivement très important, cet engagement dans la durée, de continuer à creuser, à amplifier, à densifier les premières actions que vous avez menées pour montrer que ce n'est pas du one-shot. Amina, comment, donc, pour passer à l'échelle de manière effectivement concrète, pour pérenniser ces actions, comment est-ce que vous voyez les choses en termes de stratégie au niveau de la Guinée? Alors, au niveau de la Guinée, c'est un engagement déjà de toutes les parties prenantes mobilisées sur l'élaboration, la co-construction de ce programme. C'est quelque chose d'extrêmement important à mon sens parce que c'est une idée, c'est vrai, c'est une volonté de la Fondation Orange Guinée, c'est un financement, un cofinancement parce que chacun vient avec son expertise qui peut être valorisée, on contribue, c'est vrai, mais c'est surtout l'élaboration des TDR de toutes les parties prenantes engagées. Déjà, c'est déjà un signal fort. C'est aussi une matérialisation de cette volonté-là par un MOU ferme qui va dire, qui va permettre, qui va rassurer le public, les parties prenantes externes au programme, de la volonté ferme de ces acteurs-là d'aller dans la durée, donc sur 2, 3 ans. Donc déjà, pour moi, ce sont des signaux qui sont assez conséquents, qui peuvent bien entendu inviter d'autres à nous rejoindre. Et c'est surtout aussi une démarche vraiment agile parce que cette année, c'est vrai que nous avons identifié les priorités en nous appuyant sur les réalités de chacun des programmes et les différents défis. L'année prochaine, l'objectif sera d'aller encore plus loin et tout ça en veillant à nous intégrer parfaitement dans les stratégies des différents programmes, des programmes nationaux. Ce que je peux dire sur ce sujet-là. Et je rappelle que quand même, quand on me pose la question aussi très souvent de dire, mais est-ce que c'est pas trop ambitieux, Amina? Je rappelle que la caravane, hein, on est parti, on était 4, ensuite on est passé quasiment à 7. Là maintenant on est 11 et pas que des petits, donc voilà, c'est possible. Il faut le vouloir et c'est comme dans tout, comme dans le Palu. Je pense que s'engager est possible, le traduire est également possible. Oui, donc il y a bien de l'engagement, il y a bien de l'innovation, on a parlé de 3.0, il y a donc la place aussi du numérique, il y a du partenariat et il y a surtout cette stratégie qui est de s'inscrire dans la durée. Merci Amina. Reste Merci à avec nous pour la suite. On va maintenant passer à Aurélia Mérine, qui est de l'AMREF. Donc l'AMREF Health Africa, African Medical and Research Foundation, donc en anglais, c'est une ONG de santé de premier plan en Afrique. D'ailleurs, c'est une ONG africaine même, je pense, en termes de gouvernance et d'implantation. Aurélia, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation en quelques mots? Tout à fait. Alors, merci déjà de nous donner la parole et de nous inviter avec vous. Alors, AMREF, c'est une ONG africaine de santé publique, comme vous l'avez dit. C'est une ONG africaine créée et aujourd'hui basée en Afrique, au Kenya, très exactement. Donc, ça a été créé en 1957 au Kenya. À l'origine, pour l'histoire et un peu de background, ça a été créé par 3 chirurgiens qui ont fait un constat très simple, que des millions de personnes vivent dans des zones isolées et n'ont pas du tout accès à la santé. C'est comme ça qu'AMREF a commencé en utilisant d'abord des avions, là où il n'y avait pas de route praticable pour se rendre, pour aller auprès des populations les plus enclavées, leur donner un meilleur accès à la santé. Aujourd'hui, AMREF, c'est la plus grande ONG de santé publique en Afrique. On est présent dans plus de 37 pays au total, avec une mission qui reste très fidèle à ce qu'on avait entamé en 1957 à la création, c'est-à-dire de créer un changement durable de santé en Afrique pour proposer aux populations, même les plus enclavées, un accès à la santé. Pour nous, ça passe par 2 choses fondamentales et c'est un peu l'ADN d'AMREF aujourd'hui, qui sont à 2 niveaux différents. Tout d'abord, le renforcement des systèmes de santé locaux, donc c'est-à-dire le travail à une échelle plutôt macro, le travail avec des autorités, le travail pour renforcer à la fois les compétences des autorités sanitaires, mais aussi la prise en compte politique. Et dans un second temps, c'est le renforcement des communautés elles-mêmes. Et je pense que Amina et mes autres collègues l'ont dit plusieurs fois, et je vais le redire, c'est pour les communautés elles-mêmes, en plaçant les communautés au cœur de nos solutions et en leur donnant les connaissances, par exemple. Euh,
le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit, et il est très important pour Amref de faire en sorte que, pour lutter contre le paludisme, mais c'est le cas aussi dans nos autres interventions et dans les autres secteurs, on privilégie le renforcement des compétences et des connaissances des communautés elles-mêmes. Donc on travaille, de cette manière-là sur différentes thématiques, pour, ne pas toutes les citer, dans l'accès à la santé, que ce soit la santé, materno-infantile, la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les épidémies, comprenant la lutte contre le paludisme, le renforcement des ressources humaines en santé aussi, le renforcement des systèmes de santé eux-mêmes, en accompagnant les autorités à améliorer leur système de santé. Voilà, donc il y a D'accord. vraiment un champ très large. Chaque année, Amref améliore, selon les derniers chiffres que nous avons, améliore la santé de plus de 19 millions de personnes, avec toujours ce leitmotiv, dont j'ai parlé, avec des solutions qui viennent de l'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. Oui, justement, donc on voit bien, vous l'avez bien souligné, que les actions communautaires, enfin les communautés sont au cœur de tout de votre modèle et de votre manière d'opérer. On le voit et on a pu, en préparant cette émission, voir ce que vous faites au Kenya et au Mozambique, notamment dans la lutte contre le palu. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez au moins sur ces deux pays des actions que vous avez menées dans le domaine de la lutte contre le palu? Alors effectivement, et je pense que c'est très bien de le mentionner, le point central de notre action dans la lutte contre le palu, mais de manière générale de toutes nos actions, c'est l'action communautaire. Amref s'engage dans la lutte contre le paludisme depuis environ les années 1990, hein, donc avec l'arrivée des grandes épidémies dans ces années-là, dans les systèmes de santé africains, le VIH, la tuberculose, etc., mais aussi le paludisme à l'époque. Notre constat depuis et aujourd'hui encore, il est assez simple et il est partagé par mes camarades. Je crois que j'ai entendu Amina et Kambania le dire tout à l'heure. Euh, le paludisme, c'est une maladie évitable et traitable qui pourtant continue d'être une cause de mortalité euh, dans la majeure partie des pays d'Afrique. Notre intervention, elle se joue sur plusieurs niveaux. La prévention, donc en amont même, euh, c'est-à-dire auprès des populations elles-mêmes, le diagnostic et l'accès aux soins. Nous, on fait le constat que cette bataille, elle ne se gagnera pas uniquement par l'hôpital, mais avec le concours des populations elles-mêmes, comme je le disais juste avant, donc en améliorant la prévention, donc les connaissances des populations, leur capacité de diagnostic, etc. Pour ça, on forme et on déploie massivement ce qu'on appelle des agents de santé communautaire. Vous pouvez voir sur les images qui sont diffusées là en même temps, cette personne qui parle actuellement est une agente de santé communautaire. En fait, ce sont des personnes issues des communautés dans lesquelles ils interviennent. Ces agents de santé communautaire sont, je dirais même, presque des voisins de confiance. En fait, ce sont des gens de confiance avec lesquels nous travaillons, que nous formons, qui ont quelques petites bases, évidemment en médecine, hein, de manière indispensable, mais qui vont principalement contribuer à sensibiliser, détecter des cas de paludisme, aussi référencer et amener vers les bonnes structures de santé, accompagner les femmes enceintes, orienter rapidement quand il y a un palud qui est détecté, etc., etc. Finalement, ils jouent un rôle d'écoute, d'accompagnement, d'aide, de dépistage évidemment, et ils sont fondamentaux dans c'est un chaînon fondamental de cette lutte contre le palud, avec évidemment le renforcement aussi des structures de santé elles-mêmes, mais ça passe principalement par ces agents de santé communautaires. Vous parlez du Kenya et du Mozambique, on a des interventions dans la lutte contre le palu dans plein d'autres pays. Moi, je vais vous donner l'exemple notamment d'un projet en cours à l'heure actuelle au Kenya et en Zambie, que Amref met en cours, met en œuvre, euh, qui est un programme de soins de santé primaire pour l'élimination du paludisme, en partenariat avec GSK et notamment en partenariat avec les ministères de la Santé des pays mentionnés. L'objectif de ce projet, c'est de réduire de 50% les cas de paludisme dans les zones ciblées. Ça passe notamment par 3 actions majeures. La formation d'agents de santé communautaire, en l'occurrence, on a ciblé la formation de 1000 agents de santé communautaire, la distribution de 500 000 moustiquaires imprégnés de produits anti-moustiques. Et c'est important, les moustiquaires, même si ça peut sembler anecdotique, mes collègues tout à l'heure le disaient aussi, parce que les moustiquaires, c'est véritablement des choses qui manquent dans Oui, oui, ça les protège. campagnes. Et du coup, je m'arrêterai là. Les campagnes de sensibilisation qui ont vocation à former les populations elles-mêmes pour connaître, éduquer, pour que les gens soient éduqués. Et là, il y a une volonté de toucher près de 2 millions de personnes au total. Il y a déjà des résultats qu'on a pu voir et je m'arrêterai là-dessus. Depuis 2012 qu'on travaille au Kenya dans la lutte contre le palu, on a pu former plus de 22 000 agents de santé communautaire et atteindre plus de 11 millions de personnes. Donc ce bilan, il montre vraiment que l'approche communautaire, elle permet une détection plus rapide
instantanée, c'est-à-dire une meilleure connaissance et donc aussi d'éviter la contraction du palu et ensuite une détection plus rapide des cas de palu. Et comme le disait Kambania un peu plus tôt, ce n'est pas que l'affaire des médecins, dont on a besoin évidemment. La lutte contre le palu, ce n'est pas que l'affaire du personnel médical, c'est aussi l'affaire des agents, des paramédicaux ou des agents de santé communautaire, même des populations elles-mêmes qu'il faut éduquer, à qui il faut donner des outils pour voilà, leur donner des possibilités de se protéger contre donc les piqûres de moustiques. Sur les coupes budgétaires, on ne peut pas terminer cet entretien, Aurélia, sans en parler, puisque je pense que votre ONG travaille avec beaucoup de financements, j'imagine, internationaux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots aujourd'hui les impacts que vous ressentez, la façon dont vous êtes affecté, Tout à fait. ONG, vos opérations sont affectées, de terrain sont affectées par ces coupes budgétaires et c'est la réduction de l'aide au développement d'une manière générale. Tout à fait, bah, ces coupes budgétaires et vous l'avez très bien dit et j'ai entendu aussi, mes collègues le dire juste avant, elles ont eu un impact quand même assez majeur et assez brutal sur toutes les opérations de santé en Afrique. Comme vous le savez, en février 2025, il y a eu une coupe, le gel par le gouvernement américain d'une partie de son aide extérieure et notamment via l'USAID, qui représentait, il me semble, environ 30 à 37 du financement mondial de la lutte contre le paludisme. Donc ça implique quand même de grosses coupes. Parallèlement, et c'est là aussi que c'est problématique pour nous, plusieurs pays européens ont suivi un petit peu cette tendance et commencent à réduire de manière assez drastique leur aide publique au développement. Et la dynamique n'est pas différente en France actuellement. Donc concrètement, ça a entraîné des interruptions de programmes en cours pour plein d'ONG. Et je crois que l'OMS a dit que plus de la moitié des pays ont signalé des perturbations modérées à sévères des services de lutte contre le paludisme. Donc avec un risque réel de résurgence de la maladie. Pour nous, AMREF, l'impact il a été tout aussi direct. On a reçu donc l'ordre d'arrêter ou de ralentir certains de nos programmes qui étaient soutenus par USAID, notamment au Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Zambie, Malawi. Et ça a affecté la formation des agents de santé communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, la protection donc des femmes enceintes, l'accès aux services de santé de base pour des millions de personnes. Les solutions, et je pense que c'est important d'être solution oriented et d'en parler, les solutions qu'AMREF a cherchées et les leviers qu'on a cherchés et qu'on trouve aujourd'hui pour pallier à ça, considérant que la dynamique n'est pas très bonne de manière générale. D'abord, on essaye de travailler très étroitement avec les gouvernements africains. Ça, on le fait pour préserver notamment les interventions et que l'impact des interventions puisse être réel et effectif, même une fois qu'on est parti du terrain. Donc, s'il y a des coupes budgétaires, les gouvernements eux-mêmes sont restructurés, sont remobilisés. Ils ont mis en place la mobilisation de ressources au niveau national, ce qui permet de ne pas être trop dépendant du multilatéralisme qui s'efface un petit peu et qui peut faire défaut. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on cherche aussi à diversifier nos partenariats et vous parliez tout à l'heure des partenariats publics-privés. On cherche notamment à aller de plus en plus vers des partenariats innovants et des financements innovants, notamment ceux que peut proposer le secteur privé. Euh, Parce que justement, ça nous permettra de ne pas être complètement dépendant d'une seule source de financement. Et enfin, et je pense que c'est important de le dire, on plaide activement au niveau international, mais aussi au niveau national, moi présente en France, mais tous mes collègues présents au Kenya, au Sénégal, en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest, on plaide activement pour rappeler que les investissements en santé, et ça vous le dites, et je pense qu'on se rejoint tous là-dessus, les investissements en santé ne sont pas une dépense. Il ne s'agit pas de charité, il s'agit véritablement d'un investissement et d'une condition essentielle pour qu'un pays gagne en stabilité, en sécurité sanitaire, en développement, en accroissement économique, etc., etc. Donc l'aide au développement dans la santé notamment, c'est pas encore une fois de la charité. Pour nous, c'est véritablement un investissement et qui a un impact sur l'économie d'un pays, etc. Donc voilà, pour conclure, globalement, c'est comme ça que nous, on essaye d'y faire face. On espère aussi qu'un plaidoyer commun de la part de tous les acteurs internationaux de l'aide au développement puisse permettre d'inverser un petit peu cette tendance qui est quand même, la dynamique n'est pas bonne en ce moment et on espère que on pourra y remédier avec un plaidoyer commun. Je voyais que vous diffusiez les images aussi. Sans transition, pour moi, merci. En tout cas, c'est à la fois, on voit bien l'analyse qui est partagée, mais aussi les mesures et ce que vous mettez en place pour essayer justement de faire face à ces difficultés. Et donc, excellente transition avec Karim. Merci Aurélia. Donc, je me tourne maintenant vers Karim, justement, sur ce point précis, sur aujourd'hui, dans le contexte
qu'on connaît, qu'a bien décrit Aurélia. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, les gouvernements, les acteurs économiques qui opèrent en Afrique doivent considérer la santé, et notamment la lutte contre le paludisme, comme un investissement et non plus comme une dépense. Merci, et puis merci Aurélia, parce que la planté le décor, c'est fantastique. Oui, la santé, et je suis porteur, le narratif a changé. La santé est un capital productif. Au même titre que les infrastructures, que l'éducation. Quand on regarde, quand le paludisme reste endémique, qu'est-ce qui se passe? Déscolarise les enfants, il diminue la productivité des travailleurs, renchérit le coût du capital humain. Et l'Afrique a deux choses à vendre, son sous-sol et son capital humain. Ce qui met directement sur la compétitivité des économies africaines. On a fait un rapide calcul, l'inverse, l'éradication du paludisme est associée à des gains de PIB estimés à plus de 120 milliards de dollars à l'horizon 2030. C'est quand même la réduction, on va le voir par la réduction de l'absentéisme, par l'augmentation des revenus, la baisse des dépenses de santé catastrophique. Les ménages, souvent, les ménages sont complètement dépassés, les zones rurales, par les coûts de traitement et de diagnostic. Ensuite, le paludisme, la lutte contre le paludisme peut agir comme un multiplicateur de développement. Chaque dollar investi dans la prévention, on les a tous mentionnés, moustiquaires, vaccination, chimioprévention, prophylaxie, lutte antivectorielle, ça c'est un peu plus difficile, se traduit par des économies en soins curatifs, par une meilleure fréquentation scolaire, par un climat d'investissement beaucoup plus favorable, notamment dans l'agriculture, dans le tourisme, avec des visites de mettre un hôtel dans une zone endémique à peine mais et des secteurs à forte intensité de manœuvre. En protégeant le capital humain, on sécurise les chaînes de valeur, les flux commerciaux et aussi les perspectives à long terme. À l'inverse, une résurgence du paludisme pourrait amputer des dizaines de milliards de PIB des pays. Enfin, investir dans le paludisme permet de renforcer les systèmes de santé. Et Dr Barr et Aurélia l'ont bien mentionné. Dans leur ensemble, les plateformes construites pour le diagnostic, les agents de santé communautaires, la logistique du médicament, les systèmes de données profitent aussi aux maladies chroniques, aux urgences sanitaires et même à la préparation aux pandémies. Donc, dans un contexte de changement climatique et de montée des résistances aux insecticides et aux médicaments, ne pas investir aujourd'hui signifie accepter des chocs sanitaires plus fréquents et plus coûteux de demain, tant pour les États que pour les entreprises. Très bien, Karim, c'est parfaitement planté. En tout cas, l'argumentaire est très clair. Maintenant, quels sont les leviers, selon toi, dont disposent aujourd'hui les pays, les acteurs économiques pour agir justement dans ce contexte de baisse de l'aide publique au développement? Je pense qu'à ce stade, le hard reset qui a eu lieu en août de l'année dernière, face à la contraction de l'aide publique au développement, est vraiment le significatif de la réaction immédiate que peut avoir le continent, que peut avoir un pays dans une situation, le significatif de la réaction immédiate que peut avoir le continent, que peut avoir un pays dans une situation dramatique comme celle qui a eu lieu en début d'année dernière est atteint. Le premier levier, c'est bien sûr la mobilisation des ressources domestiques. C'est un super travail. Cela passe par une priorisation budgétaire de la santé. On doit respecter les engagements de l'ONU. Mais 15%
des budgets nationaux consacrés à la santé. Mais, nonobstant cela, il y a quand même une rationalisation des dépenses et une meilleure efficacité de la dépense publique qui doit être mise en action. On s'est aperçu quand même que un bon tiers, si ce n'est plus là, et un bon tiers des ressources sont mal utilisées, sont très mal. Donc il y a une efficacité dans la dépense. Là, tu dis il faut mieux dépenser. Mobilisation locale, et on dépense. Et ça, on sera moins dépendant des cycles de l'aide internet. Le deuxième levier, c'est le partenariat structurant, et on en a vu des exemples avec le secteur privé. Les entreprises sont directement impactées par la mauvaise santé de nos salariés. Et tu le sais plus que tout le monde. Mais aussi par l'absentéisme, le turnover. Donc, ils ont intérêt à co-investir dans des programmes de prévention, de dépistage sur les lieux de travail, d'assurance santé et de RSE. Très bien, ben, parfois, ça donne des... Oui. Peut-être qu'on peut penser à une innovation financière, une mutualisation régionale. Ça pourrait être des instruments assez cruciaux, mais on n'a pas le temps de développer ici aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'une autre. On fera certainement l'objet d'un autre podcast où on t'invitera certainement pour parler de ces financements innovants, parce que je pense que là aussi, les acteurs du secteur privé, il y a des savoir-faire dans ce domaine pour arriver à lever des fonds, à aller trouver des mécanismes de financement, ce sera clairement de financement innovant pour la santé. Et on aura l'occasion d'en reparler. Karim, tu étais à Tanger justement début avril. Voilà, c'était la conférence des ministres africains des Finances dans le cadre de la session de la Commission économique pour l'Afrique, hein, si je me trompe pas. Donc là, il y a cette fameuse initiative sur le financement durable de la santé sur le continent africain qui a été présentée. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces engagements qui ont été annoncés à cette occasion? Alors, avant tout, j'étais très heureux d'assister à ce que j'ai vu à Tanger. Parce qu'on a en famille les ministres des Finances avec les ministres. Le ministre de la Santé, on s'adresse à lui et il vous dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec $80 par habitant? Vous voulez que je les mette dans quoi? Vous voulez que je les investisse dans payer le personnel, l'infrastructure, les médicaments? Et donc là, on a quand même monté des modèles, des business models, et aussi des analyses qui montrent que c'est un investissement. Et les ministres des Finances sont bien reçus. Moi, je peux en retenir peut-être 3 engagements structurels. D'abord, un engagement à augmenter et sécuriser les financements domestiques pour la santé. Primordial. Une attention particulière, les ministres des Finances ont noté, à la qualité et à l'efficacité de la dépense. Ça, c'est un point très réduire progressivement la dépendance à l'APD, à l'aide publique de manière générale. Ensuite, il y avait une volonté de bâtir des mécanismes de financement innovants, et tu en as parlé, mais on n'a pas le temps de détailler ici, associant le ministre des Finances et le ministre de la Santé, associant institutions régionales et secteur privé, pour créer des véhicules d'investissement dédiés à la santé et à la production locale des produits. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé avec l'Europe là-dessus, c'est très intéressant. On va faire une solution sur le Global Gateway. Je pense que l'Europe fait un travail absolument considérable dans ce domaine, sur les médicaments innovants. Enfin, Tanger a clairement consacré l'idée que la souveraineté africaine est un pilier de la souveraineté économique. Des initiatives concrètes comme le développement de plateformes industrielles, régionales, pour la bioproduction, etc., ont été discutées. Et des initiatives sur le financement durable de la santé, visant à créer un cadre continental d'action, a été aussi très clairement mise en œuvre. Et je sais que c'était un des grands axes de plaidoyer. Dans ce sens, il y a un partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne qu'il faut renforcer, évidemment. Et c'est avec plaisir que je t'inviterai à nous reparler de ça, parce que je sais que ta vision là-dessus
bien élaborée. J'aimerais bien continuer à t'inviter pour que tu nous la partages. Karim, merci beaucoup. Comme le temps file, on pourrait encore se dire plein de choses, mais on va devoir passer à la séquence suivante. Reste avec nous jusqu'à la fin pour le mot de la fin, justement. Donc, on va passer aux quelques dates à venir. Donc, comme je le disais en début de webcast, le 25 avril prochain, donc ce samedi, ce sera la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Donc, on a évidemment cette journée qui est là. On en a profité pour en faire un mois de la lutte contre le paludisme jusqu'au 25 mai. Donc, ça va être un mois de mobilisation. Ensuite, le 28 avril, qui est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, où ces sujets aussi vont être mis sur les journées de mobilisation qui sont journées de santé qui sont faites en entreprise. On a montré que les impacts, le PNLP l'a d'ailleurs très bien, et Amina aussi, tous, vous l'avez évoqué, les impacts économiques du paludisme. Le 7 mai, nous avons donc un webcast de débriefing qui se fera du sommet One Health. Vous savez qu'il y a eu ce sommet à Lyon international auquel d'ailleurs nous étions avec Karim, et il s'y passe dans ce domaine, il se passe beaucoup de choses, d'actions. Je pense qu'on est passé vraiment une phase de mise en opérationnelle, de mise en œuvre qui est tout à fait intéressante. Donc on aura quelques acteurs qu'on invitera. On espère avoir Jean Casséa d'Africa CDC, justement, et d'autres. Nous aurons ensuite le salon d'innovation GITEX Future Health Africa à Casablanca les 4 et 5 mai sur le volet innovation. Le 24 mai à Paris, donc on le disait tout à l'heure, Amref, vous organisez votre événement Africa Soul Festival sur la péniche. Et donc, je crois que c'est un événement qui est maintenant en ligne. Il est possible de s'y inscrire. Et Aurélia, donc j'en profitais pour vous passer le message. Et puis enfin, le 26 mai, on fera ce qu'on appelle le webcast de bilan de la campagne avec différents invités qui viendront là parler aussi de solutions. On aura des startups, on aura des financeurs, on aura des entreprises et on l'espère aussi des décideurs et publics que nous inviterons à cette occasion. Voilà, donc on a maintenant le tour des dates. On va vous laisser maintenant à chacun à tour de rôle 1 minute pour le mot de la fin par ordre de passage. Donc on va commencer avec Kambaya Ba pour le mot de la fin, le message. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment très content de participer à ce webcam, et tout en espérant que ça va se répéter pour les prochaines fois encore. Et ce que je vais dire, c'est de demander à toutes les entreprises d'accepter d'investir dans la santé, parce que dans la santé, ce n'est pas des charges, ce n'est pas des dépenses, mais c'est un investissement. Et la prévention coûte moins cher que le traitement. Donc, merci, et merci beaucoup à la Fondation Orange Guinée qui ne cesse de nous appuyer, avec lequel nous travaillons, et maintenant nous sommes en train d'innover des choses pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous avez choisi un partenaire fiable, ça je peux en témoigner. Merci Kambaya. Amina, pour le mot de la fin. Merci, je vais rebondir sur les propos de Dr Ba. Investir dans la santé-vie en retenant surtout qu'il ne s'agit pas seulement de protéger les populations, les communautés, nos enfants du paludisme, mais de les sauver. Et les sauver parce que le paludisme tue, c'est une réalité. On a trop tendance encore dans notre environnement à l'oublier, à le négliger, je veux dire comme ça. Quand on souffre du palu, on pense que oui, on prend un cachet, c'est fini. Non, le paludisme tue et on peut l'éviter et on peut même l'éliminer. Ça exige une mobilisation. Alors, la prévention, oui, mais pour la prévention, il faut passer à l'action, il faut sensibiliser, il faut investir pour véritablement éliminer définitivement le palu. Moi, j'y crois et c'est possible. Merci beaucoup. Merci Amina pour ce plaidoyer. Aurélia. Oui, bah, écoutez, je vais dire un peu la même chose que
mes collègues juste avant. Déjà, merci beaucoup Eric de nous avoir invités, de nous avoir fait prendre la parole. Et puis à tous les gens qui vont regarder ou écouter ce webcast. Si vous aussi vous êtes convaincus de ça, je pense qu'il est hyper important de soutenir le travail des gens sur le terrain. Soutenir, ça passe par plusieurs choses. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, nous, parce qu'on est une ONG, mais toutes les autres ONG aussi. AMREF, particulièrement parce qu'on est une ONG africaine avec une ADN africaine. En vous renseignant sur nos actions, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à nos actualités, et puis pourquoi pas en faisant un don aussi. Et puis pour aller encore plus loin, merci d'avoir parlé de notre festival, mais ce festival, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, aura lieu le 24 mai 2026 à Paris, sur une péniche, quai des Invalides. C'est ça, il me semble. Et donc, on vous attend nombreux là-bas pour célébrer justement les solutions africaines. Et merci encore. Merci Aurélia, c'était un plaisir de vous avoir sur ce premier webcast. Enfin, Karim, pour ton mot de la fin. Tout a été dit. Quand même, je voudrais laisser un message simple. Chaque épisode de paludisme est dit. C'est un enfant qui reste à l'école. C'est un parent qui reste au travail. C'est une économie qui devient plus forte. La lutte contre le paludisme, à nouveau, n'est pas un. C'est une des meilleures affaires, un des meilleurs investissements que l'on puisse faire pour l'avenir de l'Afrique. À nous maintenant de transformer cette conviction en décision et en acte. Très bien, ben c'est sur ces mots qu'on va conclure. Merci à tous les quatre donc, de votre temps, de votre contribution, de vos partages aujourd'hui. Notre prochain webcast aura lieu le 7 mai, donc retenez cette date. Zéro palu, passons à l'action. Zéro palu, c'est possible. Donc, passons ce message, prenez soin de vous et à très bientôt. Wow.